Bonjour. L'argent, serviteur ou maître de la vie des hommes, comment le tenir à sa place? Vos suggestions. Alors, ma première remarque, ce serait que c'est une question assez curieuse dans sa formulation, puisqu'elle invite à réfléchir à la question de l'éventuelle maîtrise de l'individu par l'argent. Et ça me donne à penser à des exemples littéraires qui sont assez connus, assez célèbres, mais qui sont des expériences de pensée intéressantes, comme par exemple l'Avare de Molière, ou bien la fable de La Fontaine, le savetier et le financier, dans lequel en effet on a une forme d'aliénation par l'argent, où l'argent devient vraiment le maître de l'individu. Dans le savetier et le financier, ce pauvre savetier qui vivait une existence somme toute agréable et heureuse se trouve privé du sommeil parce que justement la possession l'empêche de dormir, puisqu'il faut qu'il surveille cet argent qu'il possède contre toutes les tentatives de vol. Et la même chose dans l'Avare, bien entendu. Alors là, on a un cas très net d'aliénation par l'argent, qui est à la fois paradigmatique et un peu faux, puisque ça vaut d'autant plus, ça vaut surtout dans des situations, dans des périodes où la possession n'était pas assurée. C'est-à-dire, si vous perdiez votre cassette, comme l'avare perd sa cassette, eh bien, vous étiez véritablement ruiné. Aujourd'hui, où les choses ne se posent pas dans ces termes, où il y a des assurances, où il y a toutes sortes une dématérialisation de l'argent qui fait que le vol n'est pas à craindre de la même manière, cette idée de servitude à l'égard d'un argent qu'on aurait thésaurisé ne se pose pas évidemment de la même manière. Et l'idée de maîtrise ou de servitude, puisque c'est ça, être dans une maîtrise ou une servitude, me paraît encore une fois délicate, parce que finalement, l'argent, c'est beaucoup plus que l'argent. C'est toujours beaucoup plus que l'argent. C'est-à-dire l'argent, c'est aussi une forme de sécurité, une forme d'assurance, une forme de sécurisation du quotidien, une forme de facilitation de la vie ordinaire, sans parler évidemment de tout ce à quoi le simple fait de la possession permet l'accès. Et donc, étant donné cette situation que je rappelle très rapidement, la question de savoir si l'argent est le serviteur ou le maître, c'est-à-dire si on est dans la dépendance ou dans la maîtrise vis-à-vis de l'argent, c'est un peu la question de savoir si on est dans une forme d'indépendance à l'égard de tous les biens matériels, ou si au contraire on en est totalement dépendant. Donc l'argent ici est une sorte d'indicateur, si on veut, ou un raccourci pour dire cette aliénation ou cette relative indépendance par rapport aux biens matériels qui sont les biens qui s'achètent, et même au-delà des biens non matériels, mais qui sont aussi des biens qui s'achètent, comme par exemple la santé, qui en ferait partie, ou la culture. Alors, certaines œuvres d'art atteignent des prix de vente extraordinaires, 119 millions de dollars pour le Cri de Munch en mai dernier, par exemple. Qu'est-ce qui fait la valeur marchande d'une œuvre d'art? Alors, c'est une question extrêmement difficile que celle de la relation et de l'adéquation entre la valeur artistique et la valeur marchande. La valeur, pour le dire simplement, la situation était relativement claire si je prends l'époque du Moyen-Âge, où le statut de l'artiste n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui, et où l'artiste était somme toute un artisan. Si je pense aux sculpteurs, aux peintres notamment. Donc la valeur marchande de l'œuvre était exactement calculée comme l'est la valeur marchande d'un produit artisanal.
autrement dit par le temps passé, par le coût des matériaux employés, si bien qu'on pouvait en effet peindre une descente de croix ou une nativité et être payé en fonction de la surface peinte, en fonction de l'or utilisé ou du type de couleur. Certaines couleurs, évidemment, certains pigments étaient beaucoup plus chers. Et là, il y avait une indexation très simple de la valeur marchande sur la valeur travail et la valeur du produit mis en œuvre dans ce travail. Mais évidemment, on est très très loin de tout ça. On a une deuxième manière de penser ce rapport qui a valu pendant l'époque des académies, puisque lorsque l'artiste a cessé d'être un artisan pour devenir un académicien, la valeur de l'œuvre était fixée par la communauté artistique des pairs et des professeurs, des académies, la valeur décrétée par le biais des prix, mais des prix évidemment au sens de la récompense honorifique, la valeur décrétée par les prix indexait directement la valeur pécuniaire de l'œuvre. Alors, finalement, c'est quand on entre dans la période moderne où l'autonomie de l'art fait que, d'une certaine manière, l'art n'a plus de prix, puisqu'il est dégagé de l'artisanat, il est dégagé de toutes les formes d'autorité que supposait le système académique. Il n'a donc plus de prix, et n'ayant plus de prix, il tombe sous le coup des lois du marché. Et on arrive en effet à une sorte de situation assez paradoxale et assez schizophrénique, où les œuvres n'ont pas de prix, et elles ont un prix néanmoins, bien entendu, tout à fait extraordinaire. Alors ceux qui font de l'esthétique, les théoriciens de l'art s'occupent de la valeur esthétique ou artistique plus exactement. Les économistes ou les sociologues s'occupent de la valeur marchande, mais la connexion entre les deux ne se fait plus de manière évidente. Les œuvres sont tombées donc sous le coup de la loi du marché dans toutes ses subtilités et ses complexités actuelles, c'est-à-dire complexifiées par les règles de la communication. Et on pourrait voir là, on pourrait donner un seul exemple qui le montre, c'est l'existence du Kunstkompass, qui signifie la boussole de l'art en allemand, et qui est une invention d'un économiste justement qui, confronté à la difficulté qu'il y a à attribuer un prix à des œuvres, donc un prix à des choses qui n'ont pas de prix, a imaginé de faire une sorte d'échelle de notoriété qui est calculée en fonction de la nature du nombre d'expositions de l'artiste, de sa présence ou de son absence de tel ou tel catalogue, de monographies existantes sur son œuvre ou n'existant pas. Et cette échelle de notoriété serait non pas l'indice de la valeur, mais plus radicalement l'échelle de la valeur. Donc on arrive à une situation tout à fait paradoxale où la notoriété n'est pas l'indice de la valeur artistique, mais elle est la seule manière de penser le prix. Donc ce serait là le paradoxe d'une situation contemporaine. Ça illustrerait le paradoxe d'une situation contemporaine où, je répète, la valeur marchande et la valeur esthétique sont très difficiles à réunir et à indexer l'une sur l'autre. Merci.